de Grand Moulin, d'Edo, jusqu'à Ndokochi, le peuple du changement marche en scandant Maurice Kamto, sauve-nous. Le peuple du changement est debout. Ceux qui disent que 2025 n'est pas 2025 là. 2025, c'est 2025. On va courir, on va danser votre danse. On va danser votre danse. Paul Biya, Bada. Nous sommes en Dokochi, hein. Nous sommes en Dokochi. Du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, Paul Biya, Bada. Qui le pouvoir. Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Echo 237. C'est un privilège, un plaisir pour votre chaîne d'accueillir ce jour une invitée de marque. Elle est pionnière, l'une des pionnières de la presse au Cameroun. Elle a longtemps milité au sein de l'UPC, du Manidem. Ensuite, elle a d'ailleurs été victime des pressions, que ce soit sur le régime Ahidjo, du président Ahidjo, ou alors sur le régime Biya. Elle est toujours debout et elle ne cesse, lorsque l'occasion lui permet, de toujours donner son opinion sur les questions d'actualité. C'est un honneur pour nous, mesdames, messieurs, je vous le disais tantôt, d'accueillir dans cette émission Madame Henriette Ekwe. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Ben, c'est un honneur, c'est pas toujours donné d'être en face d'une icône comme vous. Merci de m'avoir invité et me donner l'occasion de m'exprimer à nouveau sur l'actualité. Voilà, vous nous donnez la possibilité de vous interviewer chez vous aujourd'hui, à Douala où vous vivez. Déjà, on va commencer par en vous posant la question sur le regard que vous portez sur la presse camerounaise aujourd'hui. Vous qui avez longtemps milité pour que les journalistes soient davantage libres. D'ailleurs, vous avez été l'une des cofondatrices justement du SNJC justement. Voilà. Et vous avez milité dans beaucoup de combats pour que la presse finalement soit libre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfaite de ce qu'est devenue la presse? Bon, la presse est libérée d'abord parce qu'avant, la presse écrite devait déposer tous les jours, avant d'aller à l'imprimerie, la morasse, chez le secrétaire général de la province, comme on disait à l'époque. Il a fallu attendre 1996 pour qu'on lève l'exigence de présenter la morasse. Et devant l'imprimerie, à l'époque, c'était Benjamin Zébazé qui avait une imprimerie, Saint-François. Devant l'imprimerie, il y avait des gendarmes qui devaient vérifier si le journal était conforme à la morasse, parce que vous apportiez la morasse, ils tranchaient, ça vous ne publiez pas, ça vous publiez, etc. C'était leur travail, leur obligation. Donc, la presse aujourd'hui, elle est là où elle est, avec une grosse concurrence des réseaux sociaux, ce qui n'est pas facile pour la presse, mais la presse écrite reste quand même un leader, parce que la presse écrite fait des enquêtes, recoupe les informations avant de les publier. Et c'est là la force de la presse écrite. Malheureusement, l'État donne très peu de moyens à la presse écrite. Vous imaginez, vous avez un quotidien, on vous donne 3 millions de dotation pour l'année, où vous devez aller à l'imprimerie pendant 5 jours. Vous ne pouvez pas. Là où, au Gabon, en Côte d'Ivoire, on donne des centaines de millions à un journal. Si les quotidiens, ça peut atteindre les 300 millions ou 200 millions. Parce que la dotation atteint des milliards. Ce qui n'est pas le cas chez nous. On n'arrive pas à donner à la presse tout ce que la presse représente. Parce que c'est la presse qui est un lien social, et donc
la presse a un rôle à jouer dans la société. Est-ce que c'est une volonté qui est faite? C'est une volonté de l'État. C'est une volonté de l'État. Vous donnez 2 millions, 3 millions à un quotidien, ça, il va tenir combien de jours? C'est à quelle fin? Pour mieux... À quelle fin? Pour mieux Alors, ça contrôler la presse? Ce qui est encore... C'est pour qu'elle ne soit jamais forte. C'est pour qu'elle ne soit jamais forte. Et donc, c'est parce que notre société est très éclairée. Et notre société est exigeante. Elle aime la presse, notamment la presse écrite, beaucoup. Et donc, c'est le lectorat qui a enrichi la presse, c'est pas l'État. Et puis, il y avait les publicités. À un moment donné, les publicités aussi qui nous versaient de l'argent ont commencé à se retirer, à dire que bon, la page c'était 400 à 500 000. Après, c'était, bon, on vous donne 200 000, la page. Et aujourd'hui, c'est peut-être moins. Parfois 150 000. Avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est peut-être moins aujourd'hui. Alors, il y a les réseaux sociaux. L'importance de la presse écrite, c'est que la presse écrite, non seulement, avant de publier une information, il commence par rassembler des éléments, au besoin ajouter une petite ou deux interviews de personnalités qui se contredisent dans le même dossier, ce qui fait que la presse écrite est plus riche. Bon. Et maintenant, il y a beaucoup de télévisions qui sont aussi, je ne dirais pas une concurrence, parce que les gens qui aiment la presse écrite aiment avoir le journal chez eux. C'est vrai que vous étiez aussi directeur de publication de Bebela. Bebela qui a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'agit des moyens de financement qui ont fait problème? J'ai été victime d'une escroquerie par un de mes bras droits qui trafiquait, en qui je faisais une confiance totale et qui trafiquait les trucs. Parfois, il prend ma carte d'identité, il va là où on distribuait l'argent qui nous revenait, il prend l'argent, il vient, il pose. Comme je ne comptais pas, c'est après que je me rendais compte que, par exemple, il peut prendre 600 000 et me laisser 300 000. Voilà. Donc, cette escroquerie m'a sérieusement secoué. Pour quelqu'un qui était en plus un camarade de l'UPC, c'est lui qui m'a fait cette escroquerie-là. Et ça vous a découragé? Ça m'a découragé, sérieusement. Ça veut dire qu'il fallait que je recompose un capital pour relancer le journal. Je n'ai pas eu les moyens de relancer le journal. Et j'ai arrêté. Très difficile. C'est vrai que vous avez, après, fait beaucoup de chroniques. D'ailleurs, vous avez collaboré dans La Nouvelle Expression, où vous faisiez tellement de chroniques. Je travaillais à La Nouvelle Expression. Oui. J'étais éditorialiste. Justement. C'est Suzanne Kalalobe qui était chroniqueuse. Tout à fait. Oui. Et après, j'ai été chroniqueuse à la télé. Je faisais une chronique politique tous les matins. Et cette chronique rapportait beaucoup. Tout à fait. À Equinox. En termes de rentrée financière. De publicité. Publicité, oui. Bon. Il me payait 200 000. Un jour, j'ai dit que non. Ça ne mérite pas le travail que vous faisiez, oui. Parce que c'était la chronique qui était tellement célèbre. Tout à fait. Oh, vous avez d'ailleurs beaucoup connu à travers ces chroniques, hein, il faut le dire, oui. Un jour, je suis à un cocktail. J'étais avec M. Siaka. Et Siaka me André Siaka des Brasseries à l'époque. André Siaka des Brasseries. Oui. Il me demande, mais moi, je prenais mon petit déjeuner tous les matins avec ta chronique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, il y a eu des problèmes de salaire. Il me dit, dis-moi tout, tu es ma soeur. Je lui dis, je te dis tout. Je t'ai payé 200 000. Il me dit, c'est pas possible. On envoyait la chronique, j'envoyais l'argent de publicité. Je me disais, c'est ma soeur qui est là-bas et nous, on aime cette chronique. Elle rapporte. Parfois, j'attends
On me dit, Tata Henriette, il faut attendre un peu, hein. Il y a encore des publicités qui sont en train de passer. Donc, j'ai trouvé que c'était très ingrat de la part du patron, parce que le directeur des brasseries m'a dit on aurait pu vous payer 1 million sans Justement. que ça ne le gêne, parce que nous, on mettait tous les matins Les moyens suffisants sur pour cette chronique, ces chroniques, oui. pour toi. Bon, je n'ai pas eu cette chance et je suis allé donc à Afrique Média où j'avais un autre combat à mener, le panafricanisme, et j'ai beaucoup œuvré pour encadrer tous ces jeunes patriotes qui avaient choisi une chaîne où le gars ne nous payait pas. Il entrait dans tous les palais présidentiels parce que Afrique Média était très célèbre. Oui, c'est vrai que Afrique Média n'a plus la même portée qu'à votre époque. Voilà, Aujourd'hui, voilà, la même célébrité ou le même aura. Ouais. Il faut dire que vous êtes quand même resté toujours devant de la scène à travers vos participations, alors votre présence sur les plateaux de débat aujourd'hui. Oui. Parlons maintenant de votre engagement politique. C'est vrai que vous avez milité au sein de l'UPC. Je milite toujours. Vous êtes toujours militant de l'UPC. Oui. L'UPC fondamentaliste, on va le dire. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des factions de l'UPC aujourd'hui, non? C'est l'UPC Manidem Oui, qui a tenu le flambeau oui. jusqu'en 90, quand le président Biya a décidé de donner notre parti à Kodok, de leur donner la légalité. Oui. Bon. Or, Kodok est un membre fondateur du RDPC au congrès de Bamenda et il s'en vantait. Il s'en vantait. Mais comme la France tremblait à l'idée que l'UPC revienne sur la scène politique, quand j'allais chez le prince Dika, je rencontrais toujours le consul général de France, qui était M. Raymond Petit. Donc, sa peur, c'était que l'UPC ne revienne avec toute sa force et toutes ses capacités d'analyse et ses capacités de mobilisation. Voilà. Et ça a été prouvé pendant les villes mortes, qu'on restait un des plus grands partis parmi les partis qui ont mené la lutte pour la tenue d'une conférence nationale souveraine à travers les villes mortes. Tout à fait. On était les principaux organisateurs des villes mortes. Nous, l'UPC. Et c'est l'UPC qui a rédigé la plateforme de la coordination des partis de l'opposition qui a rassemblé, dès 1990 donc, qui a rassemblé toute l'opposition camerounaise. Voilà. Qu'est-ce qui motive cet engagement? Pour une dame, pour une femme comme vous, rester, c'est-à-dire avoir gardé votre vision de combat toujours au sein de ce parti politique, malgré le fait qu'aujourd'hui, elle soit fragmentée, on va le dire. Non, la fragmentation a été voulue. Quand on a fait les villes mortes, le président de la République s'est rendu compte que toute l'opposition était fédérée contre lui. Bon. On a fait 6 mois de villes mortes, du jamais vu en Afrique. 6 mois de villes mortes. Au nord, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest et dans le littoral, principalement. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président a dû, parce que les villes mortes continuaient, et Mitterrand a dû demander à Paul Biya de tenir quand même un espèce de dialogue national qu'il a donc appelé la tripartite. Parce qu'en juin, il avait dit la conférence nationale est sans objet. Et il a même fait venir des hommes politiques de droite, c'est-à-dire M. Pasqua, qui sont passés à la télé pour dire aux Camerounais que la conférence nationale que nous voulons, c'est un coup d'État. On n'a pas à faire la conférence nationale. Ce qu'il a oublié,
c'est que la Révolution française, quand la Révolution française a eu lieu, d'abord, il y a eu les États généraux et ensuite, il y a eu la Convention où tout le monde était venu pour faire accoucher de la République. Donc, quand il y a des grands bouleversements politiques, ça peut être précédé ou être suivi par une espèce de conférence nationale. L'UPC appelait ça à l'époque table ronde parce que le Congo avait fait une table ronde à Bruxelles avant d'accorder l'indépendance au Congo Léopoldville. Tout à fait. Et aujourd'hui, au regard justement de l'actualité politique, on a un UPC qui propose plusieurs candidats à l'élection présidentielle. Oui. Quelle lecture faites-vous justement de ces dissensions au sein de votre parti, le parti dans lequel vous avez toujours milité depuis très longtemps? Oui. Bon, c'est l'UPC légal que j'ai rejoint parce qu'ils sont venus me demander... L'UPC légal, c'est-à-dire dirigé par... C'est-à-dire Kodok. Kodok, oui. Bon. Nous, on était contre l'UPC légal. Parce que en politique, on ne peut pas faire une plateforme politique avec un régime ou un associé sans avoir une plateforme politique. Donc, les gars de l'UPC légal qui sont allés là-bas, ils ont eu beaucoup d'argent. Ce n'est pas par hasard. Le président avait intérêt à ce qu'il affiche aux yeux du monde entier que le grand parti historique était dans sa majorité. Et l'UPC Manidem a dit jamais. Bon. Kodok est mort, il y a des petits qui sont là sans grande consistance politique. Par contre, ils ont eu accès à des mallettes d'argent du pouvoir. Donc, quand on est venu me chercher, je me suis dit, il faut peut-être sortir cet UPC de là pour en faire enfin un parti qui ressemble aux idéaux de l'UPC. Alors, on a donc fait un congrès à Baden-Kop où j'ai été élue présidente et c'est fort de cette nomination que nous avons hissé Baïbek au rang de candidat. Parce qu'il y a eu un autre congrès au foyer Banjo na Yaoundé et on s'est mis ensemble. Sans compter qu'il y a une autre tranche, celle qui a la légalité, qui soutient Akere Mouna. C'est qui a une hérésie de soutenir Akere Mouna. Mais bon, et qu'est-ce qu'on a fait? Baïbek est donc candidat, mais quand je lui dis, tu veux être identifié comme quoi? Moi, je veux que tu sois le candidat du peuple. Il me dit mieux, je veux être le candidat du bas peuple. Je lui dis, ah bon? Bon, montre-le alors. Mais quand il passe à la télé, on lui demande, qu'est-ce que tu penses des problèmes de santé? J'ai formé 3000 médecins. Ma femme est médecin. Ma fille aînée est médecin. Rien sur les problèmes de santé. Rien. Un jeune lui demande, le chômage des jeunes, on va faire comment? Ouais, nos mamans attachaient le poisson avec un bâton de manioc, elles sont vécues. Des choses insipides. Mais c'est pas à l'unanimité que vous l'avez désigné candidat ou alors vous avez fait de... On l'a désigné candidat. Les autres camarades ont accepté. Tout à fait. Mais, quand je lui dis que la candidature d'un parti historique comme l'UPC, ce n'est pas la candidature au concours d'agrégation en médecine. Donc fais attention, tu es peut-être intelligent, mais il faut bien connaître l'idéologie du parti. Tout à fait. Il dit que on est de la mafia. Il y a une radio qui m'a demandé, j'ai dit oui. La mafia de l'UPC. Mais vous voulez faire comprendre que monsieur, le professeur Baïbek ne maîtrise pas l'idéologie du parti de l'UPC? Pas du tout. De l'UPC? Pas du tout. La mafia du parti. Quand un journaliste m'a demandé ça, j'ai dit oui. On a eu mafia. La mafia,
l'élévation du standard de vie. Ça, c'est le premier point d'un programme rédigé en 52, il y a 72 ans. Bon. Deuxièmement, une parfaite connaissance de la politique du pays. S'il y a des institutions à réformer et tout. Parfaite connaissance des problèmes sociaux de notre pays. Et au besoin, s'il le faut, une conférence nationale souveraine pour couronner tout ça. Tout à fait. Troisième pilier, une parfaite connaissance de la géopolitique mondiale. Pourquoi? Tous les mouvements de libération qui étaient en lutte pour leur indépendance ont été violemment réprimés. Nous, c'est encore pire, parce qu'on n'est jamais arrivé au pouvoir. Pourquoi? Parce que il y avait ce qu'on appelait la guerre froide. Dès que tu te bats pour les libertés, le camp occidental dit que, attention, ce sont des communistes, parce que les mouvements de libération étaient appuyés par l'Union soviétique. On nous a taxés de communistes. Bon. Voilà pourquoi un UP6, et c'est ce qu'on a fait à Afrique Média, maîtriser la géopolitique. Et c'est nous qui avons mis à l'ordre du jour les analyses géopolitiques. Parce que c'est dans notre ADN. Et c'était un exercice d'éveil de conscience. Et aujourd'hui... Tout à fait. Aujourd'hui... Et le quatrième point, le panafricanisme révolutionnaire. Voilà les piliers d'une campagne que devait mener Baïbek au lieu d'insulter les gens. Voilà. Et aujourd'hui, qui est donc à même de pouvoir porter ces idéaux-là? En ce moment, Yam Timba. Yam Timba, quand on a vu qu'il était très arrogant, il insultait tout le monde. Les camarades m'ont dit que non. On met sur pied une commission qu'il apporte sa candidature alors qu'il avait accepté avant. Et d'autres, ils ont lancé donc une commission où les gens peuvent être candidats. Et on a fait appel aux sympathisants et aux militants. Yam Timba n'était pas militant. Quand il est venu, on a donné à chacun un temps de parole. Et le temps de parole, on a voté, c'était Yam Timba. Et Yam Timba est sorti de là. Avant de sortir, les camarades lui ont dit, tu vas être le candidat de l'UPC, il faut aller prendre la carte. Tout à fait. Aujourd'hui, il est militant de l'UPC. Et Bapor soutient le régime. Et finalement, est-ce que... Et Baleguel soutient... Akeremouna. Donc, ça veut dire que l'UPC a 3 candidats déclarés à l'élection présidentielle à venir. Est-ce qu'avec tout ceci, on peut s'attendre à ce que je vais dire que le Conseil constitutionnel puisse... Qui sera validé d'après vous de ces 3 candidats? Je ne sais pas si on sera validé. L'intérêt, c'est que il faut que la voix de l'UPC soit entendue. Akeremouna ne sait rien sur le parti. Quand j'avais été intérimaire de Transparency International, Akere est allé à l'ambassade des États-Unis. On avait un événement, les invitations sont parties. Il est allé là-bas pour leur dire que je suis une dangereuse UPCiste. Il ne faut pas qu'ils viennent. Mais il a été surpris de voir que les États-Unis m'ont gratifié le prix du courage, femme courage féminin. Voilà. Bon, on va revenir justement à l'actualité politique de l'heure avec les déclarations des candidatures et les démissions au sein du gouvernement. Vous êtes au courant justement des 2 ministres qui ont démissionné, Bello Bouamagari, le ministre d'État, et Issa Chirouma Bakari. Les déclarations de Issa Chirouma Bakari, où il a carrément tourné le dos au système en disant que il est disposé à ce que son parti, et lui sont disposés à ce que l'opposition forme une coalition pour présenter un seul candidat.
Mais c'est une déclaration quand même assez importante, non? C'est ce que attendait l'opposition, c'est-à-dire coaliser pour pouvoir présenter un seul candidat. Voilà l'un des anciens membres du gouvernement qui est favorable à cette proposition. Quelle lecture faites-vous d'une telle déclaration d'Issa Chiroma Bakary? Pour ceux qui doutaient encore de sa sincérité d'avoir démissionné et d'avoir déclaré sa candidature, est-ce qu'on peut, à travers ces déclarations, dire qu'il est véritablement sincère, qu'il épouse aujourd'hui la cause du peuple de changement? Bon, d'abord, Issa a été un grand militant de l'opposition. C'est Issa qui vendait les cartons rouges à Garoua. Il vendait les cartons rouges et il organisait les villes mortes à Garoua. Tout à fait. Contre Ousmane May, le chef. Bon. Ce qui veut dire que je connais bien Issa. Issa est un fin politicien. Toujours, il a joué, bon. Mais, j'étais sur un plateau hier soir, où il y avait un petit du PCRN très virulent, non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais quand on a fait la coordination des partis de l'opposition, rédigé des mains de Moukoko Priso, en exil à l'époque. Quand on a fait la coordination, tout le monde était dedans, dont l'UNDP. Tout à fait. Et l'UNDP a joué un grand rôle pendant les villes mortes, aux côtés de l'UPC. À l'époque, Issa Chiroma Bakary était militant de l'UNDP. Bien sûr, bien sûr. Et la tradition de l'UPC, c'est qu'on appelle ça le courant d'opinion. C'est-à-dire que quand vous êtes au front pour un combat, il faut vous assurer de rassembler tout autour de vous ceux qui sont pour le même combat. C'est pour ça que quand Oumniobe arrivait aux Nations Unies, il disait « Je suis détenteur de 9 mandats ». Le Kounze est venu, l'UNEC est venu, les femmes de l'UDFEC sont venues, Soli Babimbi est arrivé, le syndicat, tout ce monde-là. Ils sont venus, l'UNEC aussi est arrivé, ils sont venus à l'ONU pour dire « Nous voulons l'indépendance ». Voilà. C'est ce qu'on appelle le courant d'opinion. Et donc, quand nous avons fait la coordination de l'opposition, tout le monde était dedans. Pourquoi? On poursuivait un seul but, dégommer le président Biya, qui n'a pas bien géré le pays, qui a laissé le FMI et la Banque mondiale nous fracasser. Et le succès de l'opposition est venu du fait que les plans d'ajustement structurel ont déstructuré la société camerounaise, totalement. On a fermé des entreprises, tu vois du jour au lendemain, des cadres au chômage, parfois la femme part à l'étranger, elle va se débrouiller avec les enfants, il dit au mari, reste là, même si tu dors sur les vérandas, le temps qu'on ait les reins solides, tu vas venir. Voilà ce qu'on a connu. Et voilà ce qui a été le succès de l'opposition. Même si l'opposition n'a pas pris le pouvoir. Hein? Même si l'opposition n'a pas pris le pouvoir suprême. On n'a pas pris le pouvoir, pourquoi? On n'a pas pris le pouvoir parce que l'armée est restée fidèle à Biya. Bon, vous savez ce qui s'est passé en mars 90. Quand, au Mali, à Bamako, quand les jeunes sont allés au palais de Moussa Traoré, on a tiré, on a demandé aux militaires de tirer. Ils ont tiré. Il y a eu 4 ou 5 morts. Les femmes sont sorties. Et ATT, Toumani Touré, a dit aux militaires, on arrête. On ne va pas tuer le peuple pour protéger un gars, c'est fini. On dit, on va le déloger. Ils sont entrés au palais, on lui a dit, sors, tu n'es plus président. C'est comme ça que Toumani Touré
a pris le pouvoir. Mais l'exemple du Mali n'est pas applicable au Cameroun. Au Cameroun, c'est par la voie démocratique. L'armée ne s'est pas désolidarisée. On a vu plusieurs fois. Par exemple, Yumba, qui était le premier chef du commandement opérationnel. Parce que la tradition de Biya, on dit que non, il a amené la démocratie. C'est lui qui sortait l'armée des casernes. Chaque fois qu'il y a un mouvement, il sort l'armée des casernes, il leur dit tirer. Et quand Yumba, un Bassa, a décidé de ne plus tirer, il a dit aux militaires, ne tuez pas. Ça nous coûtera cher. Écoutez bien. Yumba allait dans les quartiers populaires, dire aux mamans, arrêtez vos enfants, parce qu'on est obligé de descendre et ça peut faire mal. Pour prévenir les mamans, quand le président a vu que Yumba ne tuait pas assez, on est allé à Djoum, où il y a un gros camp militaire. Djoum, c'est dans le sud. Djoum, c'est dans le sud. Après Saint-Mélima, oui, au fin fond de la forêt. On est donc allé chercher des jeunes gens. Ils tiraient, mais pour un oui, pour un non, ils tirent. On était en 91. En 91? Oui. À l'avènement de je vais dire, du multipartisme. Déjà. Oui. Oui. Les enfants de Djoum sont arrivés. Ils tiraient sur tout le monde. Et ils étaient reconnaissables parce qu'ils parlaient tous le boulot. Et moi, je suis né là-bas. Ils ne savaient pas que je comprenais la langue. Quand ils voient qu'il y a un mouvement, ils commencent par tirer sur les enfants. Les jeunes gens de Djoum. Qu'est-ce qu'on leur a dit quand ils venaient à Douala? On leur a dit qu'il y a des méchants Bamileke qui veulent chasser leur papa. Donc, ils étaient d'une violence à nul autre pareil. Mais vous faites des déclarations très fortes là, qu'on n'a pas encore entendues. Est-ce à dire qu'il y a eu des personnes, des vies humaines qui ont été sacrifiées pour préserver le maintien au pouvoir? Beaucoup. Pendant les villes mortes, il y a eu beaucoup de jeunes gens morts. Mais, à bout portant, les villes mortes, oui. Nous voulons la conférence nationale. Tout à fait. Souveraine. C'est tout. Oui. Les villes mortes sont finies en décembre. Oui. 91. Ah, c'est en 92 qu'il y a eu l'élection remportée par le président. 1er septembre. Oui. 1er mars. Oui. Élection législative. Le président est battu. Le RDPC est battu. Parce que il y a le SIF qui n'est pas allé aux élections et l'UDC. Mais quand même, le RDPC est battu par... L'UNDP. Non, l'UNDP, oui. Deuxième parti, premier parti, oui. Et deuxièmement, l'UPC. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont donc faire? Le président va d'abord prendre le MDR, qui avait 6 députés. On prend les MDR, on met dans la poche. Et ensuite, on commence la négociation avec l'UPC. L'UPC, oui. L'UPC avait 18 députés. On prend aussi les 18 députés, on met dans la poche. Et c'est là qu'on commence à faire la négociation avec l'UNDP. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et il faut dire que c'est justement à cette élection que l'opposition va coaliser et désigner le candidat consensuel qui est Nich John Fonti à l'élection de 92. Tout à fait. Donc, cette élection est passée. Et le peuple de l'opposition ou du changement a commencé à dire il fallait y aller. Pourquoi vous avez refusé d'y aller? Vous voyez bien que le RDPC a été battu. Bon. Et puis, on est là. Survient la mort de la femme de Biya. Tous les dirigeants de l'opposition envoient des messages de condoléances à Biya. Mais dès qu'il sort du deuil,
Il passe à la télé, il dit qu'il y aura élection présidentielle. Un gars dit, c'est quoi? On vient te dire, Assia, tu nous déclares la bagarre. Ok. C'est là donc que, à la suite de la coordination, on avait fait l'ARC-CNS, l'Alliance pour le redressement du Cameroun, trait d'union par la Conférence nationale souveraine. ARC-CNS. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Biya annonce ça. Nous, on fait la réunion et c'est Ndo Michel qui est le patron de l'UPC Manidem. Nous, on est restés avec le SDF. Donc, Ndo Michel déclare à l'ARC-CNS que notre candidat, c'est Frundi. Oh, Frundi, très malin. Il a dit qu'il faut qu'on tienne la réunion le matin. On fait la réunion le matin, on fait des photos. Et puis il dit, accompagnez-moi alors. Il y a la convention de chez eux. Nous, on ne savait pas que la convention, c'était pour désigner le candidat. La convention du SIF. Oui, Oui. dans la Après que vous ayez tenu réunion réunion. de l'ARC-CNS. Oui. On arrive là-bas. Tollé général. C'est quoi? Pourquoi vous êtes venu ici? Vous allez désigner quelqu'un alors que notre parti ne l'a pas encore désigné. On est resté là. On a entendu toutes les insultes. Ndo Michel a dit, on ne bouge pas. Il y avait nous, il y avait Mbouamasok, Ben Mouna, plutôt. son fils. Oui. Ben Mouna voulait que... Il disait que c'est pas normal. Vous désignez quelqu'un qui n'est déjà pas notre candidat. Nous, on est ici au congrès d'investiture. Comment vous allez investir quelqu'un qui n'a pas encore été investi par le parti? La bagarre, wow. À la fin, les gars disent que bon, il vaut mieux que ce soit Frundi. Donc, Frundi est donc candidat. Maintenant, on doit aller à Yaoundé pour dire que l'ARC-CNS appelle l'opposition à le rejoindre. Avant d'aller à la réunion, le secrétaire général de l'UPC Manidem, Moukoko Prizo, il dit on ne va pas à une réunion les mains vides. Il dit bon, la veille, on se retrouve. Et on arrive la veille, il nous donne la plateforme de l'Union pour le changement, en abrégé UPC. Et il traduit en anglais Union for Change. On lit la plateforme, on l'adopte, on part. Je suis chef de délégation et Kane est là, Basile Luka est là. Quand on arrive, on distribue. Frundi dit que pour une fois, on m'amène un texte déjà traduit. Il dit, j'ai la plateforme ici. Celui qui veut, il met ses amendements. Mais on a déjà la plateforme. C'est là que Pierre Flambeau se lève. Il dit, c'est quoi? Quelle est cette histoire que l'UPC amène un texte, on l'adopte? C'est qui? Frundi a dit, si tu n'es pas content, tu sors. Il y a un texte. Quelqu'un d'autre a amené un texte ici. Non. Donc, l'UPC a fait l'effort de rédiger quelque chose. On s'en tient là. C'est comme ça que c'est passé. Voilà. Il faut dire quand même que c'est toute une histoire quand même à raconter pour la mémoire pour que les Camerounais justement prennent connaissance de ce qui s'est passé. Oui, pour tu qu'on vas arrive garder là. ça pour tes archives. C'est très important pour les archives. Maintenant, aujourd'hui, je parlais justement de la démission et de la déclaration de candidature des deux anciens ministres membres du gouvernement, Issa Chiroma et puis Belobeba Magari. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de la sincérité? En fait, quand on écoute les discours de Issa Chiroma Magari prononcés hier, où il a quand même égrené un certain nombre de manquements concernant le parti au pouvoir. Il a dit. Oui. Est-ce qu'on peut parler de sa sincérité aujourd'hui? Il souhaite quand même que l'opposition puisse se mettre ensemble pour désigner un seul candidat. Oui. C'est normal. Ça, c'est une stratégie normale. J'étais sur un plateau. Je disais que
si le camp présidentiel implose, nous, on doit être contents. Parce que ce sont des gens qui vont rejoindre l'opposition. Tout à fait. Et ils amènent un capital, celui du Nord. En principe, bon, c'est des opportunistes, tu peux dire que c'est des... oui, mais c'est ce que Kamto a fait, non? Tout à fait. Il a fait 7 ans Après, et il est revenu. Les gars ont dit sincèrement que puisque les opposants sont en train de percer au Nord, et ces opposants-là, le peuple du Nord est en train de tourner les yeux vers eux parce qu'ils leur apportent leurs doléances. Ça veut dire que l'opposition est plus à l'écoute des peuples du Nord que les terribles les princes du Nord. Et c'est là qu'ils ont eu peur. Ils ont eu très peur. Il y a des gens comme les Jossois qui ont fait une percée là-bas au Nord. Et donc, ils ont eu peur que la base ne les gifle. C'est la base qui les pousse. C'est la base. Bon. La deuxième chose, c'est que, bon, être au gouvernement, c'est quand même, tu peux construire ton capital, ton trésor de guerre. J'ai vu comment tous les dignitaires de l'UNDP étaient dans des pagnes flambant neufs. C'est-à-dire que... Ils sont préparés pour cette échéance à venir. Ils sont préparés. Oui. Ils sont préparés. Donc, en plus, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la manière dont Ngongo les traitait. Vous faites une alliance. Vous vous inclinez devant le ministre Biya. Ngongo. Pourquoi vous parlez de Ngongo? Ngongo. Je veux dire le président de la République, non? C'est avec le président de la République qu'ils ont signé l'alliance, pas Oui, avec Ngongo. et maintenant c'est Ngongo qui donne les ordres. C'est Ngongo qui décide que je ne vous parle pas, mon hélicoptère doit partir, il ne roule pas la nuit, tout ça. Mais on n'a plus accès au type devant lequel nous on s'est incliné. On ne s'est pas incliné devant Ngongo. Ngongo est quoi? Dans notre ndolé, rien. Est-ce que c'est pas justement cette scène-là vécue dans l'extrême nord récemment lors de la visite du ministre, je vais dire, du secrétaire général à la présidence Ferdinand Ngongo, qui amène le ministre Issa Chouan Bagari à faire certaines déclarations. Est-ce que c'est un gouvernement par procuration qui est actuellement à Yaoundé, aucun conseil des ministres depuis 14 ans pratiquement, des ministres décédés non remplacés, un président autiste, pour utiliser son expression, distant et désengagé. Il parle également d'un gouvernement paralysé, instrumentalisé par des clans et un système en forme de règne. Vrai. Quand il parle de clan, il fait allusion à quoi concrètement? Il y a le clan Ngongo, il y a le clan des Boulous, des suprémacistes Boulous. Donc, le pays n'est plus tenu. Le pays n'est plus tenu. La première dame pèse, Ngongo, c'est son bras séculier, etc. Le pays va à volo. Mais ça, il le savait. L'opposition, là, ça fait longtemps qu'il le savait. Oui. Vous l'avez longtemps martelé, non? Oui. L'opposition, oui. On l'a toujours martelé sur les plateaux. Le problème, c'est que le base leur a dit, où vous partez, où on vous désavoue. Est-ce que le fait que ça vienne justement de ces anciens-là, qui ont servi le régime pendant au moins une vingtaine d'années, est-ce que le fait que ça vienne d'eux ne va pas quand même faire bouger les lignes? Ça peut faire bouger des lignes. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Pourquoi? Parce que le président, le RDPC se vante toujours d'avoir un bétail électoral. Excusez-moi, ce n'est pas une insulte, mais d'avoir un capital électoral puissant dans le Nord. Donc, à partir du moment où les nordistes commencent à dire que, mais, quand même, on est obligé d'aller dire aux opposants qu'on n'a pas de route. On a des enfants qui sont à l'école, dans des huttes. Il n'y a pas d'eau potable, même les forages, on n'a pas fait. Tout ça. Maintenant, c'est l'opposition qui vient nous dire que si nous sommes élus,
on va travailler à donner au peuple du Nord une meilleure vie compte tenu de leur aire géographique. Là, les gars, attends, ça veut dire qu'on vous a coupé l'herbe sous les pieds. C'est-à-dire que vous êtes là, mais vous ne pouvez plus vous adosser sur votre peuple. Vous battiez campagne pour Bianon. Maintenant, les gars du Nord, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, quel est, vous-même là qui avez signé, quel est le bilan? Vous avez signé une plateforme qui ne nous donne aucun confort, où les routes qui existaient se sont détériorées et vous ne dites rien. Nous, on va aller ailleurs. Et quand c'est comme ça, au Nord, on commence à vous lancer les cailloux. Hein. Si tu pointes ton nez, on va t'arroser de cailloux. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le scénario de 92, avec l'Alliance des forces d'opposition, puisse se reproduire en 2025? Oui, mais il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego. Il y a d'abord le MRC. Bon, le MRC encore, on n'a pas d'élu. Le MRC, le PCRN. Bon, ils se sentent confortés. Vous voulez dire le leader? Oui, leur leader. Oui. Ils se sentent confortés par les résultats de 2018. Et compte tenu de ça, un est deuxième, l'autre est troisième, ils se disent, c'est nous. Ils viennent se mettre derrière nous. Les autres aussi, s'ils rejoignent l'opposition, ils ont un capital et un potentiel électoral très puissant. Et ce potentiel-là, il va être monnayé. Vous voulez le Nord, vous l'aurez, mais avec nous. C'est toujours une forme d'alliance, comme ça s'est fait avec le Mais RDPC. bien sûr, Oui. il y aura des négociations. Et ils ont bien fait de sortir 4 mois avant. Mais est-ce que le fait, si le Nord justement coalise, c'est-à-dire Bello Bouba Magari et Issa Chiroma Magari, qui sont les deux principaux leaders, c'est vrai qu'il y a Daiko avec le MDR également, et puis c'est tout petit. d'autres petits partis, mais ces deux figures, si finalement ils acceptent de coaliser avec l'un des candidats, que ce soit Cabral ou alors Maurice Kamto, est-ce que ça ne pourrait pas fatalement menacer le RDPC? S'ils acceptent de se coaliser avec eux. Oui, mais Issa Chiroma Magari a déjà balisé la voie en déclarant officiellement que lui... Il sait comment ça s'est passé. Oui. Depuis 91-92. Donc, ils ont intérêt à dire que nous venons vers nous. Mais nous venons avec un capital très fort. Et ça demande qu'on ait la place qu'il nous faut. C'est-à-dire, nous allons rebattre les cartes. C'est ça en filigrane. On va rebattre les cartes. Et qui va accepter d'être derrière eux? Personne. Ça veut dire qu'ils rejoignent finalement l'initiative du groupe de Douala. Ce que ça veut dire, oui, c'est qu'ils rejoignent l'opposition. Oui, et ils rejoignent également l'initiative du groupe de Douala. Tout à fait. Générée par le groupe de Douala. Tout à fait. Vous faites partie également, vous n'êtes pas loin de... J'ai fait partie de ce groupe. Et pourquoi vous n'en faites plus partie aujourd'hui? Non, j'ai quitté le groupe parce que j'avais un candidat qui s'appelait Baïbek. Et pour moi, il était important que l'UPC ait un candidat. Je ne pouvais pour finalement rejoindre toujours l'initiative du groupe, non? Je ne pouvais donc pas... continuer à militer? À être dans le groupe de Douala. Oui. Bon. Maintenant, je vais voir si je vais rejoindre le groupe de Douala. Ils m'ont déjà appelé depuis que je ne suis plus avec Baïbek. Mais le parti Ayam Timba. Voilà. Or, Anissé m'a dit que quelqu'un était déjà venu voir le groupe de Douala pour dire qu'il y aura des bouleversements là-bas en haut. Les bouleversements sont arrivés. Ils se sont confirmés. Maintenant, on va voir. Mais ça va rebattre les cartes. Oui. Quoi qu'on dise. Et pour vous, selon votre lecture, quel est le candidat ou le leader politique qui a plus, je vais dire, qui a le profil idéal pour pouvoir être à la tête, si jamais cette coalition que tout le monde attend pourrait se former? Quel est
le candidat qui puisse avoir le profil idéal parmi tous ces leaders politiques actuellement? Je ne sais pas, parce que moi, je suis une femme de gauche. L'UPC est un parti de gauche. Or, ni Cabral, ni Kamto, ce sont des hommes de droite. Moi, je ne suis pas une femme de droite. Voilà. Même du côté de ceux qui ont cette philosophie de gauche, là, il n'y a personne? Mais il y a un seul Oui. qui a notre philosophie. Oui. C'est Joshua. Joshua, oui. Oui. Mais d'aucuns l'accusent Joshua est social-démocrate. d'être en parfaite collaboration avec le système depuis longtemps. C'est ce qui se dit de part et d'autre. Je ne sais pas. Je sais que Joshua, bon, il est comme il est, mais depuis que son père est parti, il est assez ferme. Même son père également, on les l'indexait déjà à un principes. certain niveau, qu'il avait déjà rejoint. Non, les gens ont dit ça. Est-ce que Frundi est entré dans le gouvernement un jour? Maintenant, Et qu'est-ce qu'il peut... si un gars du gouvernement vient lui donner l'argent, il prend. C'est l'argent du pays, hein. Frundi disait à ses militants, si vous allez à une manifestation, Oui. prenez le pain, le 5000, et puis allez manger. C'est l'argent du pays. Oui. Mais Frundi n'a jamais fait l'acte d'entrer dans le gouvernement. Mais est-ce que la Et désignation... ça lui réserve toute la sympathie que l'opposition avait pour lui. Est-ce que la désignation du leader, justement, de cette coalition des forces d'opposition ne devrait pas tenir compte aussi de sa portée, de son poids politique aujourd'hui? Est-ce qu'on ne devrait pas tenir compte de tout cela? La portée de qui? Je veux dire, du poids politique qu'il représente sur la scène nationale. Qui? J'ai dit que le leader de l'opposition, en fait, je veux dire l'opposition des coalitions des forces de l'opposition qui sera désigné si jamais les leaders s'entendent. Oui. Est-ce que ça ne devrait pas tenir compte de la force, de sa représentativité justement sur le plan national? Absolument. Mais aujourd'hui, pour vous, quand vous parlez Absolument. quand vous parlez par exemple de Joshua aussi, est-ce qu'il est l'homme politique qui a une forte représentativité comme Cabral ou Kamto par exemple, si on prend juste ces Non, deux? il l'a pas par rapport aux dernières élections. Oui. Bon, mais Joshua a joué de malchance parce que je lui ai demandé que, mais moi je vois tes meetings, tu montes seul sur la scène. Quand on était dans la caravane de Frundi, quand Frundi monte, on est derrière. Tout à fait. On identifie tous ses alliés. Et parfois, il dit, Henriette, viens parler. Je parle. Amélie Mbiele, viens parler. Tu comprends? Or, la candidature de Joshua, ça a été un petit loup solitaire. Personne n'était disponible. Oh, Wafo était malade. Nietzsche avait un empêchement. Kambiwa avait ceci. Bon, je n'ai jamais vu une telle campagne. Bon, donc, ils vont se négocier. Il y aura peut-être des coups de fil. Je n'en sais rien. Oui. Les choses sont déjà peut-être en marche. On verra. Voilà. Donc, au regard justement de l'évolution aujourd'hui de l'actualité politique, une candidature solitaire est d'office vouée à l'échec pour la prochaine élection. Elle est vouée à l'échec. Elle est vouée à l'échec parce que, surtout quand une candidature a voulu marquer son identité ethnique, c'est très dangereux. Très dangereux. J'ai dit ça à Kamto. Je lui ai dit, quand ta base dit qu'elle est anti-Sardina, Sardina mis pour nous, et que eux c'est des tontinards, tu vas entrer à étudier comment? Quand ta base s'identifie, à un moment, il faisait beaucoup de choses. J'ai même participé de loin à certaines de leurs actions. Mais, après, il fallait mettre le don. Il fallait ceci, il fallait cela. Un jour, ils m'ont convié à leur plateforme numérique sur TikTok. Tous avaient des pseudonymes. Parce qu'ils venaient tous de l'Ouest. J'ai dit à Kamto, c'est très dangereux. Il dit, c'est pas moi. J'ai dit, un homme politique, quand on fait quelque chose en ton nom, tu tapes du poing sur la table. C'est ça. Pour se désolidariser. Ouais. Quelqu'un qui en a, c'est comme ça. J'ai dit, Kamto, on dit que tu es le pape du droit.
Tu connais la Convention de Vienne du droit international public. Les ambassades sont protégées. Et dans les ambassades, il y a des Camerounais qui font leur papier là-bas. Certains se marient là-bas. Ils ont les cartes consulaires. Ils ont les passeports. Tout ça, on fait ça à l'ambassade. Et tes gars vont casser les ambassades sur ta demande. Bon, lui, il avait dit, il s'était désolidarisé à travers un communiqué, non? Il s'est désolidarisé quand il a vu que ça n'allait pas. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire ce que Sarkozy avait fait contre Gbagbo. Sarkozy est entré dans l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris pour sortir l'ambassadeur et demander à Ouattara, qui était encore à l'hôtel du Golfe, de nommer quelqu'un. On a apporté quelqu'un, il a placé là. Mais ce que Sarkozy a fait, c'était contre le droit international. Pourquoi a-t-il laissé ça? Parce que l'autre a dit ça devant les caméras. Comment on l'appelle? Paul-Éric. Paul-Éric a dit, vous attendez quoi? Allez à Berlin, à Bruxelles, allez à Paris. Allez casser. Ils sont allés casser. Il dit que ce n'est pas lui. Mais quand on fait ça en ton nom, tu es content. Les autres, en Belgique, ils ont cassé, ils ont piétiné, ils ont cassé le truc de Paul Biya et ils ont mis la photo de Kamto. Et le gars a pissé sur l'effigie du président. Si vous étiez à la place de Kamto, quel est le comportement que vous auriez adopté, justement, actuellement? Au regard, justement, de tout ce passé-là, qui lui est collé à la peau, en fait. Je suis un homme. Qu'on lui attribue. Oui. On lui attribue pas, il était d'accord. Oui. Si vous êtes à sa place, quelle est la décision que vous prendrez? Je n'aurais pas accepté ça. Non, actuellement, puisque les faits sont déjà là. Oui. Actuellement, pour peut-être laver son image. J'aurais dit à la base de changer de nom. La brigade anti-Sardina, ça veut dire quoi? Nous, alors, les Sardinards, c'est-à-dire, nous, les quoi? Est-ce que c'est bien? Tu ne peux pas entrer à étudier en traitant les autres de Sardinards. Je vais te dire, dans notre caravane du chairman en 92, quand on doit manger, le chairman était là, plié sur son tarot. Moi, je mangeais autre chose. Alors, à chaque fois, pourquoi tu ne veux pas manger le taro? Je lui ai dit que le taro est un plat traditionnel sawa. Mais à un moment donné, les mamans ne faisaient plus le taro. Tu comprends? Taro sauce jaune. Et je lui dis, j'ai un plat bamileke que j'adore, c'est le kondré. Je n'ai jamais trouvé le kondré chez toi. Bon. Et on s'engueule. Il me dit, you this Douala woman, il dit, you this Graffy boy. Parce qu'il disait toujours, Abi Graffy boy. Tout le temps. Mais quand on est arrivé à Bafoussam, écoute-moi bien, dans la caravane, tous les gens de l'Ouest sont venus à Bafoussam. Et le chairman a été soutenu. Tous les grands hommes d'affaires, le soir là, le chairman me dit ne pars pas. On attend l'enveloppe des hommes d'affaires. En une soirée, les gars ont laissé 100 millions. Tu comprends, mon fils? Il a été soutenu. Mais quand Kamto arrive, on lui donne la parole, c'est l'intellectuel. Première phrase, l'heure des Bamileke a sonné. Est-ce qu'on dit ça? On ne dit pas ça. Tout à fait, tout à fait. Tu comprends, mon fils? Tout à fait. Parce qu'on dit que non, c'est la première fois. Le chairman, c'est un Bamileke. Il disait toujours, my francophone cousins. Il disait, ce sont mes cousins. Oui, justement. Mais on est de la même... Il disait, Abi Graffy boy. Et quand on s'engueulait, je lui dis, you this Graffy boy. Il dit, you this Douala woman. Mais dehors,
I want change. Donc, vous voulez faire savoir, en vous écoutant justement, que le MRC a participé à attiser la haine tribale. Non, il a, en traçant les contours de Mais son, ça n'existait pas déjà de avant son que le MRC électorat. n'arrive, ça n'arrivait pas déjà, ça n'existait pas déjà, parce qu'on accuse le parti au pouvoir d'avoir entretenu cela pour se Ah maintenir. non, Oui. le parti au pouvoir, lui, je le cogne tout le temps. Ce que le parti au pouvoir fait, c'est inimaginable. On fait un redéploiement des personnels diplomatiques. Tout le monde est écan, Boulou, Betty, gna gna. Tout le monde. L'armée, toute la hiérarchie, les écans. La préfectorale, toute la hiérarchie, les écans. Ça, c'est le tribalisme d'État que Biya a instauré. Une fois, j'avais dit, il y a longtemps, on vient me chercher, on a nos camarades qui ont été arrêtés à la brigade de Bonanjo, de la gendarmerie. J'arrive là-bas, à l'entrée, on parle au boulot. Les enquêteurs, tous parlent au boulot. On me dit qu'on ne peut pas libérer mes camarades. Il faut que j'aille voir le commandant de brigade. J'arrive chez le commandant de brigade, il parle au boulot. Il me dit qu'il ne peut pas les libérer. Il va appeler le collégien. Le collégien s'appelle Abou Solo, il parle au boulot. Quand je suis sorti de là, j'ai fait une chronique. J'ai dit que mais, je n'ai jamais vu ça dans une administration camerounaise. Où toute une brigade de gendarmerie, tout le monde est boulot. La langue de travail, c'est le boulot. Ils parlent entre eux. Pour vous, c'est la dernière question, justement, on va sortir de cet entretien. Pour vous, quel est le profil idéal du chef de l'État qui pourrait remettre le Cameroun sur les rails, d'après vous? Tous. Parce que Biya a tellement gâté le pays que ça dit que même si eux, ils font un minimum, ce sera toujours mieux. On va voir. On va voir. Donc, je ne... Quand je critique quelqu'un, je ne le critique pas parce que je pense qu'il ne peut pas. Mais je le critique pour ses comportements politiques. Tout à fait. Et maintenant, on est en train d'aller à l'élection. Chacun a ses chances. Oui. Donc, ça signifie qu'un chef d'État qui viendra, qui ne sera pas tribaliste, qui écoutera tous les Il Camerounais. ne faut surtout pas qu'il soit tribaliste. Ce que les petits de la basse la font à Paris. Je vais vous dire, mon fils, comment des gens, des pauvres petits artistes, ils viennent chercher leur nourriture, on les attaque parce qu'ils sont quoi. Je vais te dire, le 10 janvier 1991, il y a le procès Ndiawe Monga. Et Kane décide qu'il faut que les jeunes descendent dans la rue. On monte à Bonanjo. Au premier rang, il y avait un certain Bendika à côté de l'Apiro de Mbanga. J'avais cette photo-là où j'étais entre l'Apiro de Mbanga, Bendika et Kane Anissé Ndjokam Tchameni. Donc, quand on va attaquer les gens, parce qu'on est de la basse, et comme par hasard, ils ont tous des noms de l'Ouest. Est-ce que c'est bien? Non, pas du tout, pas du tout. Il faut laisser les gens. Les gens se débrouillent. Est-ce que vous faites quelque politique? Elle s'en fout. Elle veut seulement chanter, Tout à fait. ramasser son petit magot et partir. Effectivement. Donc, il y a eu beaucoup d'excès. Et j'ai dit ça à mon fils Chumbo, qui est porte-parole de la basse en Belgique. Je lui ai dit, il faut faire attention. Vous diabolisez tout le monde. Vous dites que non, vous n'êtes pas raciste, tribaliste. Oui. Mais quand vous diabolisez tout le monde, ce n'est pas bon. Vous allez entrer étudier avec les voix de qui?
Voilà, merci beaucoup pour ces éclairages, cette lecture justement de l'actualité politique. Mesdames, messieurs, ce fut un honneur d'avoir échangé avec maman Henriette Ekwe aujourd'hui, qui nous fait l'honneur de nous accueillir chez elle. Peut-être un mot de fin. Oh, un mot de fin, les élections arrivent, il faut que les gens s'inscrivent et surtout qu'ils surveillent leur vote. C'est important. Très important. Mesdames, messieurs, le talk prend fin. On se retrouve très prochainement pour notre édition. D'ici là, portez-vous bien.